Déjà, je continue à affirmer qu'il faut intervenir en autisme et ne pas laisser les personnes sans rien. Moi, je me souviendrai toujours de ce que disait un vieux monsieur qui s'appelait Stanislas Tomkiewicz. Il n'y a pas de pire maltraitance en autisme que de laisser une personne autiste croupir dans l'autisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter sa différence, mais ça veut dire qu'on doit l'aider, en particulier à communiquer, quand on n'a pas d'outil de communication. Quelques avancées dans le champ du handicap qui peuvent s'appliquer à des adultes autistes. On peut obtenir maintenant l'allocation d'adultes handicapés sans limitation de durée, une vraie avancée. La carte d'invalidité sans limitation de durée, une vraie avancée. On peut accéder à l'accueil temporaire directement, ça c'est pour les parents qui ont des adultes avec de grandes difficultés du moment qu'il y a une orientation. On peut obtenir aussi la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée. Et la PCH aide humaine, c'est une nouveauté. Le décret va bientôt sortir, sans doute fin avril. Pour pouvoir accéder à la PCH aide humaine, il faut pouvoir accéder à des critères d'éligibilité qui n'existent pas pour le moment, pour l'autisme. Donc on en a fait ajouter. On a demandé à ce que les difficultés cognitives, des fonctions exécutives, de gestion du stress, de l'imprévu, des interactions sociales des adultes autistes soient pris en compte. Et ils vont figurer maintenant dans les critères d'éligibilité. Donc ont été acceptés des critères complémentaires qui vont permettre de rendre éligibles les personnes autistes. Par exemple, entreprendre des tâches multiples. Quand on veut, par exemple, faire un repas, mine de rien, c'est très compliqué de vérifier l'état de son frigo, de se demander ce qui manque, de se demander à quelle heure on va pouvoir faire les courses, d'anticiper sur le fait qu'il y a des choses qui sont plus longues à cuire que d'autres, etc. Ce sont des tâches multiples très complexes dans lesquelles souvent beaucoup de personnes autistes se retrouvent en difficulté. Au moins, maintenant, pourront-elles être aidées. Donc, les actes essentiels de la vie quotidienne, qui étaient limités autrefois, vont maintenant pouvoir aussi s'adresser aux personnes autistes dans les fonctions pour lesquelles ils sont souvent en difficulté. Vont pouvoir aussi être éligibles à la parentalité, à l'aide à la parentalité, les personnes autistes, ce qui n'était pas le cas avant. Ça ne concernait que les personnes handicapées en situation de handicap moteur ou sensoriel. L'éligibilité à la PCH aide humaine rendra les parents autistes, qui sont très nombreux, souvent ils s'en rendent compte quand ils ont des enfants autistes, qui sont eux-mêmes concernés, éligibles à la PCH parentalité qui existe depuis 2021. L'abandon des adultes. Comment accéder à un diagnostic? Alors c'est 18 mois, 2 ans de liste d'attente dans les rares équipes qui existent. Donc c'est extrêmement compliqué. Cela dit, un diagnostic fiable, ça se pose à 18 mois. Donc on mesure l'abandon des adultes quand on voit qu'on peut arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, sans aucun diagnostic, alors qu'il y a des dizaines d'années que les personnes auraient dû les obtenir. La misère de ceux qui sont sans solution. Il y en a encore beaucoup qui continuent à aller en Belgique, faute de mieux. Et il n'y a pas de réponse, que ce soit en termes de services ou en termes d'établissement. Des adultes qui ont des compétences académiques, et il y en a beaucoup, qui sont soumis au harcèlement à l'école, mais aussi dans leur lieu de travail, et qui n'ont ni soutien ni aide. On a été très choqués à Autisme France de voir un très très grand nombre d'adultes autistes venir nous solliciter, alors qu'avant ce n'était pas le cas, pour souligner à quel point ils avaient été victimes de discrimination à l'emploi, en particulier dans la fonction publique. Vouloir être gendarme, policier, travailler dans l'armée, quand on est un adulte autiste, il faut se lever de bon matin. Quand on voit le niveau de ségrégation et de clichés qui circulent sur ces personnes, au motif qu'elles relèvent de la psychiatrie, donc on ne va quand même pas les intégrer dans la fonction publique, encore moins dans une fonction régalienne. Donc ces personnes se sont battues avec leur famille et certaines ont quand même obtenu satisfaction. Mais on mesure l'étendue des dégâts et tout ce qu'il reste à faire pour que les adultes autistes puissent, en fonction de leurs compétences, faire le métier qu'ils souhaitent faire. Moi, j'étais enseignante pendant 41 ans, en particulier en classe préparatoire. Scientifique, j'en ai vu passer beaucoup d'adultes autistes qui avaient 18 ans à l'époque et qui ne savaient pas qu'ils étaient autistes et qui ont été peu aidés dans leur parcours. Certains m'ont contacté après pour me demander si j'avais repéré qu'ils étaient en difficulté. Ben oui, sauf que je ne pouvais rien faire. Et c'est après qu'ils ont eu l'idée de demander un diagnostic. Le diagnostic, ça permet au moins d'obtenir l'indulgence pour soi-même et l'indulgence des autres. Au moins pour ça, c'est absolument indispensable, c'est un droit.
mais c'est absolument indispensable de l'obtenir, en temps voulu, si possible. Les listes d'attente sont monstrueuses, partout, y compris dans les services, et le gâchis humain qui va avec, inacceptable. Maintenant, c'est la CIM 11 qu'on doit utiliser. Alors, il n'y a plus le syndrome d'Asperger dedans, il y en a qui le regrettent, je comprends, parce que ça a créé une espèce d'identité, en fait. Voilà, ça n'existe plus dans les classifications. En revanche, la CIM 11, elle déconnecte le trouble du développement intellectuel et l'accès au langage. On peut très bien être non-verbal et avoir des compétences intellectuelles préservées. C'est très important de le savoir et d'en tenir compte. Au moins, la CIM 11, sur ce plan-là, elle est plus exemplaire que le DSM-5. Le poids de ce qu'on appelait la CIH, la Classification internationale du handicap, de 1980, où on continue à parler de déficience. Moi, je continue à plaider pour qu'on essaie de traduire correctement le mot disability, l'entrave à la capacité, et qu'on se demande comment développer les capacités des personnes autistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rendre non-autistes, comme certains le disent. On ne peut pas. On est autiste, on le reste, tout au long de sa vie. Mais ça ne dispense pas d'aider les personnes à développer leurs compétences pour qu'elles puissent accéder aux parcours qui leur paraissent à elles légitimes et qu'elles souhaitent souvent. Et elles butent souvent sur des difficultés qu'on pourrait très bien aplanir si on le souhaitait. Donc, déficience, si on pouvait ne plus l'utiliser, franchement, ce serait une avancée phénoménale. Bien sûr, toutes les personnes autistes n'ont pas les mêmes capacités et que les entraves à leurs capacités sont de nature très différente et de sévérité très différente. C'est pas une raison pour ne rien faire. Donc, la mauvaise compréhension du terme disability, je répéterai ça tout au long. Je veux dire, il faut repartir de là, repartir des capacités des personnes et de la manière dont on peut les aider. La surreprésentation de la déficience intellectuelle, c'est la Cour des comptes, entre guillemets, qui l'a dénoncée. Beaucoup de personnes autistes qui ont des troubles souvent sévères, mais pas toujours, sont casées là-dedans, alors qu'ils n'ont pas de diagnostic d'autisme. Et on les met dans des établissements ou services qui ont l'agrément déficience intellectuelle. Comme ça, le problème, il est réglé. Ben non. Quand on est autiste, il faut d'abord partir de l'autisme, parce que c'est sur ce plan-là qu'on peut gagner en compétences et en autonomie. Si en plus on a un trouble du développement intellectuel, il faudra adapter bien sûr les apprentissages, mais c'est un autre problème qu'il faut traiter en même temps. Le poids du haut potentiel et du haut potentiel intellectuel, je veux dire, c'est pas des diagnostics. Donc ça ne doit pas figurer. Bien sûr, il y a des personnes autistes qui peuvent avoir des quotients intellectuels élevés, mais pas plus que dans la population normale, qui n'est pas une caractéristique de l'autisme. Ça peut être à côté de l'autisme. Parce que les personnes qui ont ça comme diagnostic, quand elles vont à la maison départementale des personnes handicapées, elles se font jeter. On leur dit, voilà, mais vous avez un QI élevé, qu'est-ce que vous venez demander? Débrouillez-vous tout seul. Donc, dans le DSM-5, ce qu'il y avait de bien, c'était l'espèce de classement implicite des personnes autistes par rapport à leur niveau de besoin d'aide. On peut avoir un niveau de besoin d'aide existant, mais pas forcément intensif, un niveau de besoin d'aide plus élevé, puis un niveau de besoin d'aide très élevé. Au moins, ça signifie qu'on doit partir du niveau de besoin d'aide des personnes. Donc si on leur colle une étiquette haut niveau, ça se retourne contre les personnes. Et après, quand elles vont à la MDPH, elles n'obtiennent rien. L'absence d'évaluation des besoins, pour les adultes, c'est encore pire que pour les enfants. On est incapable d'évaluer correctement leurs besoins, parce qu'on ne l'a pas fait quand ils étaient enfants, donc évidemment, le rattrapage après est compliqué. L'hétérogénéité des profils et les guerres avec des autoreprésentants qui nous crachent dessus, je le dis comme je le pense, cache, je ne peux pas faire autrement de toute façon, donc, pas à mon âge que je vais me refaire, et qui contestent le fait qu'on intervienne auprès des enfants et adultes autistes pour les aider et les soutenir dans leur parcours, ne serait-ce qu'en les aidant à communiquer quand ces personnes sont non-verbales. En France, on dit qu'il y a 40-50% des enfants autistes qui ne parlent pas. Dans les autres pays, c'est 15%. Il faut quand même qu'on m'explique le décalage. Et puis le business de l'autisme, il y a quand même maintenant des manières peu dignes d'utiliser l'autisme pour se faire de l'argent, alors que la grande majorité des personnes concernées et de leur famille n'ont rien, vivent souvent très en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup de personnes autistes n'ont rien, strictement rien. Quand elles accèdent à l'AH, c'est déjà un miracle. Et beaucoup vivent avec le RSA et rien d'autre. Voilà, ça je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Juste ce que j'ai réussi à faire. Un logement, il doit souvent être pour un adulte autiste accompagné.
Ça ne suffit pas de l'aider à payer son loyer. C'est déjà quelque chose, mais ça ne suffit pas. Donc ce que j'ai réussi à monter, et j'en suis fière, ça n'a jamais fait de petit. Et ça, c'est mon grand désespoir. Donc c'est une association d'usagers qui l'a porté, et puis des acteurs médico-sociaux qui nous ont aidés autour, plus un bailleur social. Donc l'adaptation du programme immobilier, ça a été le point fort au départ, pour que les personnes se sentent bien dans leur logement, en particulier à cause de leurs difficultés sensorielles. Donc tout a été étudié pour cela, vraiment, c'est remarquable, et je salue l'architecte qui a fait ça. Mais on a aussi inscrit dans les logements prioritaires pour les personnes en situation de précarité. Quand on est avec un handicap psychique, on peut être identifié comme personne en situation de précarité. Quand on est autiste, non. Pourtant, c'est la même chose. Et beaucoup d'adultes autistes vivent en situation de précarité, en dessous du seuil de pauvreté. Donc à Saint-Étienne, ils ont réussi à faire ça. Donc après, comment les rendre autonomes dans leur logement? Concilier autonomie et vigilance. Autonomie pour apprendre à faire de plus en plus de choses par soi-même. Vigilance parce que les personnes restent vulnérables, tout en respectant leurs besoins d'isolement, parfois, à certains moments. Voilà, on n'est pas là pour les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire au moment où ils n'ont pas envie de le faire. Remédier à ce qui entrave l'autonomie, par exemple les fonctions exécutives parfois défaillantes, la gestion de l'imprévu qui pose problème. Proposer un logement individuel, ils ont envie d'être chez eux, ils sont chez eux, et des services collectifs, mais uniquement à la carte, et ne pas obliger à vivre en milieu collectif des personnes qui ne sont pas équipées pour vivre en milieu collectif. C'est trop compliqué pour une personne autiste. On n'y pense jamais. Quand on les regroupe à 20 ou à 30 dans des femmes ou des masses, c'est maltraitant. C'est maltraitant. On oblige des personnes à vivre avec d'autres alors qu'elles n'ont pas choisi les autres. Et proposer SAMSA et PCPE, parce que les PCPE permettent de recruter des professionnels libéraux dans une logique de réponse multiple. Comment aider à accéder aux soins somatiques? Voilà, par exemple, mon fils, il est tout à fait capable d'aller chez le médecin tout seul, il revient avec son ordonnance, mais il ne voit pas que c'est prévu sur 5 jours. Donc il fait le premier jour, puis après, il n'y a plus rien. Donc s'il n'y a pas ce soutien derrière, de fonction exécutive, je veux dire, la personne autiste, elle ne se soigne pas. Donc il faut aider, soutenir, mais en laissant la liberté la plus grande aux personnes, bien entendu. Soutien d'une neuropsychologue, apprentissage de l'autonomie dans le logement, parce que le but n'est pas que ça devienne au bout un capharnaüm. Un logement, on apprend aussi à le gérer correctement. Donc c'est ça que nous avons voulu faire. Et voilà, je suis heureuse qu'on ait réussi à faire ça au moins à un endroit en France. Faire en sorte que les personnes autistes ne vivent pas en foyer obligatoire. Moi, mon fils, c'est la seule chose qu'il m'a dit au départ, je ne veux pas vivre en foyer. Il a bien raison. Donc il va vivre chez lui, alors qu'il a un tout petit niveau cognitif, CE2 en comptant large, niveau CE2 en comptant large, mais il est d'une très grande autonomie. Ce qu'il peut faire lui, je pense que toutes les personnes autistes peuvent le faire, chacune à leur manière, mais encore faut-il pour cela comprendre leurs difficultés, les aider à les contourner, et puis leur laisser le maximum de liberté en soutenant avec vigilance les efforts qu'ils font. Parce que comme ça a été dit par les personnes autistes elles-mêmes, c'est franchement épuisant d'être autiste. Si je voulais résumer ça, je ne peux rien dire d'autre. C'est épuisant. Donc ça demande beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect aussi pour cette immense fatigabilité et les efforts que font toujours les personnes autistes, qui sont souvent de très très bonne volonté, pour s'adapter à leur environnement en étant souvent à côté de la plaque. Mais vraiment, elles le font avec beaucoup d'énergie, avec souci de profiter aussi de la vie avec les autres. Je vous remercie.